Après la vidéo sur le P51 Mustang que vous avez adoré, on continue avec les gros moteurs car c'est un autre morceau d'histoire volante que je vais vous présenter aujourd'hui. Le Corsair F4U. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demande à ta grand-mère. Alors mon Farb, on s'est encore endormi pendant le discours du maire à la dernière commémo. Ça c'est sûrement parce que tu connais pas Oli, le partenaire de cette vidéo. Pour t'éviter d'enchaîner les cafés, les gars de chez Oli ont développé la gamme Énergie avec de la New Caf. C'est une caféine cristallisée dont l'effet dure plus longtemps et t'évite le crash post-caféine de ton kawa classique. Si tu crois être au-dessus de ça, il y a aussi la gamme Ice Tea bourrée d'antioxydants et de vitamines. Ça, c'est ma préférée. Et comme je sais que t'es un grand sportif, toi là-bas, tu me fais 10 pompes illico. Ils t'ont préparé une gamme sportive hydratation pour récupérer après l'effort. Oli, c'est sans taurine, sans sucre et avec des colorants et arômes naturels. Même si je me doute qu'avec ta vieille Jeep, t'es pas le premier des écolos, sache qu'un pot de Oli, c'est l'équivalent de 50 canettes d'économiser et là-haut, ils apprécient ça. Mon truc, c'est la gamme Ice Tea et si tu veux savoir mon préféré, c'est pêche thé noir. Moi, je dis les classiques, c'est toujours les meilleurs. Si tu veux découvrir la gamme, je te conseille les packs découvertes. Avec le code Alphonsine5, tu as 5 € de réduction sur ta première commande et le starter set te revient à 19,99 € avec un shaker. La bonne affaire, comme ça tu pourras arrêter de te trimballer ta vieille gourde US trouée. Et si c'est pas ta première commande, avec le code Alphonsine, tu peux bénéficier de 10% de réduction. Oublie pas que chaque commande passée, c'est un peu plus de budget pour les productions du soldat Alphonsine. On dit merci à Oli et bonne vidéo. Encore une fois, merci à Flying Legends de nous avoir apporté cet appareil mythique ici sur l'aérodrome de Colmar dans le cadre des commémorations du 80e anniversaire de la Libération. Pour ceux qui auront raté ce week-end de commémo, il y aura prochainement une vidéo récap sur la chaîne. Et restez bien jusqu'à la fin parce que comme à mon habitude, je vous présenterai plus en détail cet avion précis, le Devotion qui est derrière moi. Mais d'abord, revenons sur l'histoire générale de ce symbole de la Seconde Guerre mondiale reconnaissable entre mille grâce à son aile en W. Je vous entends déjà derrière en train de dire « Oui, c'est l'avion de Papy Boyington dans les têtes brûlées ». C'est peut-être même ça qui vous a fait cliquer sur la miniature. Et oui, vous en faites pas, on va en parler. En 1938, l'US Navy utilise des Grumman F4F Wildcat comme chasseurs embarqués lors des missions aéronavales, mais ils veulent les remplacer. C'est bien connu qu'en temps de guerre, vaut mieux être à la pointe si on veut gagner. Vous la connaissez, cette célèbre phrase « Si vis pacem para bellum ». Si tu veux la paix, prépare la guerre. L'ingénieur en chef de la société de construction aéronautique Chainsworth, Rex Buren-Beisel, propose alors son projet. L'idée, c'est de faire le plus petit avion possible avec le plus gros moteur possible, et il s'appellera Corsair, reprenant ainsi le nom d'un des précédents avions du constructeur, le O2U, un biplan d'observation des années 20. Pour commencer, ils choisissent comme moteur la plus grosse bête de l'époque, le Pratt & Whitney R2800 Double Wasp. Ils aiment bien les références au guêpes dans l'armée, j'ai l'impression. Et si vous n'avez pas la ref, je vous renvoie à ma vidéo sur le Mustang. Ce moteur à piston en double étoile 100% US est considéré comme l'un des meilleurs jamais conçus et a été utilisé non seulement sur le Corsair, mais aussi d'autres chasseurs américains comme le Hellcat, le Thunderbolt, le Marauder, l'Invader et le chasseur de nuit Black Widow. Ensuite, le Corsair est très connu pour son hélice. Sa grande hélice. Conçue par la société Hamilton Standard, elle mesure plus de 4 mètres. 4 mètres 0,4 ou 0,6. J'ai trouvé plusieurs chiffres et pour 2 cm, j'ai la flemme d'aller chercher un escabeau pour aller mesurer. Quoi qu'il en soit, c'est la plus grande de l'époque sur un avion de cette catégorie. Et en parlant d'hélice, j'ai trouvé une histoire improbable justement. Celle de Bob Klingman, un pilote un peu foufou de l'US Marine Corps. En 1945, dans le théâtre d'opération du Pacifique, les Japonais effectuent des missions de reconnaissance avec des chasseurs Kawasaki Ki-45. Et l'escadron de l'US Marine Corps, dont faisait partie Bob Klingman, était chargé de les intercepter. Sauf que le problème, c'est que ces avions japonais volaient beaucoup plus haut que les Corsair, ce qui les plaçait donc hors d'atteinte. Qu'à cela ne tienne, le capitaine Ken Rosser a la solution. Alléger les avions en larguant les réservoirs supplémentaires, même si ça craint un peu pour le vol retour. Et si ça suffit pas, pour alléger un peu plus, il tire dans le vide afin de se débarrasser du poids d'une partie des munitions. À ce stade, ça ressemble beaucoup à une mauvaise idée, on est d'accord. Poussant les capacités de son Corsair à son maximum, Bob se retrouve enfin derrière le chasseur japonais qui, se rendant compte qu'il est suivi, commence à lui tirer dessus avec sa mitrailleuse de défense. D'une, Bob n'a plus beaucoup de munitions, bah oui, il a quasiment tout tiré pour alléger son appareil, et deux de ses mitrailleuses sont bloquées à cause de l'attitude et du froid. Ce qui en soi est le problème principal, puisque ça sert pas à grand chose d'avoir des balles si on peut pas les tirer. Mais bref, il est bien décidé à pas laisser le japonais s'échapper. C'est alors qu'il prévient son chef par radio. Il va utiliser son avion pour descendre l'ennemi.
Ok, bien reçu. Quoi? Et c'est là que ça devient digne d'un film. Moi, je le verrais à l'écran, je trouverais que c'est pas crédible. Bob se place au-dessus de la queue de l'avion japonais et entame une descente. L'hélice gigantesque percute et sectionne une partie du gouvernail. Donc oui, très simplement, il lui rentre dedans pour le déchiqueter avec son hélice. Et c'est pas encore fini. Bob remonte puis frappe encore une fois. Cette fois, c'est l'artilleur et sa mitrailleuse qui disparaissent dans l'immensité du ciel. J'imagine la tête du japonais à l'arrière qui voit l'autre lui descendre dessus. Mais l'appareil vole toujours. Il est temps de lui mettre le coup de grâce. Une dernière fois, Bob remonte et sectionne la queue de l'avion japonais qui tombera enfin. L'Américain perd le contrôle de son appareil après cette frappe, mais il réussit à le redresser. Grâce aux instructions données par son chef par radio, il arrive malgré son manque de carburant à se poser d'urgence sur la base de Kadena dans l'archipel d'Okinawa. Il sera décoré de la Navy Cross pour cet exploit et c'est bien la moindre des choses. Comme quoi on peut trouver une utilité insoupçonnée à une hélice de cette taille. C'est aussi à cause de l'hélice que les concepteurs ont choisi cette forme d'aile en W, parce que grâce à ça, la longueur du train d'atterrissage est réduite, ce qui lui permet d'être plus léger et moins encombrant. Le 29 mai 1940, le prototype XF-4U effectue son premier vol avec le pilote d'essai Lyman Bullard et c'est un succès. Le F-4U est le premier chasseur monomoteur à dépasser les 640 km/h. Par contre, les essais sur porte-avions n'étaient pas aussi concluants. Il y avait beaucoup de problèmes lors de l'appontage. Ça venait surtout du fait qu'avec son train d'atterrissage un peu raide, l'appareil rebondissait. Ajoutez à ça que la visibilité n'était pas géniale non plus à cause du long nez de l'avion qui se trouve à plus de 4 mètres du pilote. Impossible donc de voir l'officier d'appontage. Pour le décollage, c'est tout autant la galère, puisque quand le nez d'avion pointe vers le haut, le pilote ne voit plus rien non plus. Les Britanniques qui s'en sont fait livrer en 1943 les ont utilisés sur porte-avions justement, mais ils ont dû mettre au point des méthodes spécifiques pour pouvoir les faire apponter correctement. Les ailes repliables sont une caractéristique héritée de sa conception pour les porte-avions et c'est toujours impressionnant à voir en action. D'autres chasseurs embarqués, comme les Hellcat et Wildcat par exemple, présentent cette particularité. C'est tout simplement pour des raisons de gain de place et de manœuvre sur la surface réduite d'un porte-avions. Si le Corsair devait être principalement utilisé en mer par la Navy, il sera surtout fourni à l'US Marine Corps, dont les pilotes accompliront de nombreux exploits, comme l'exemple que je vous ai donné juste au début, ou comme Papy Boyington et son équipe, mais ça on en parle après. L'USMC les feront décoller de bases terrestres et ils seront un des outils importants de la victoire contre les Japonais dans le Pacifique. Les pilotes de l'armée impériale lui donneront un nom bien précis, Kuchibue Ofukushi. La mort sifflante, à cause du son aigu que produisait le vent dans les bouches d'aération du moteur. C'est bien ce son si caractéristique qui sera le dernier à être entendu par beaucoup de pilotes nippons au-dessus des eaux du Pacifique. Et parlons-en du Pacifique justement. Les Américains avaient besoin de nouveaux pilotes, alors pour ça, un major de l'USMC sera chargé de former 27 pilotes sur Corsair en 3 mois. Et ce gars, il s'appelle Gregory Boyington. Ouais, c'est lui, celui dont s'inspire la série, il est bien réel. Papy ou Gramps Boyington est surnommé ainsi parce que lorsqu'il prend le commandement de l'escadron VMF 214 des Black Sheep en 1943, il est âgé de 31 ans. Vous allez me dire que c'est pas vieux et j'espère bien parce que moi j'en ai 37 cette année, mais selon mes recherches, tout pays confondu, la moyenne d'âge d'un pilote pendant la Seconde Guerre mondiale est d'environ 21 ou 22 ans. Donc ouais, dans le contexte, ça fait vieux. Boyington, né dans l'Idaho en 1912, a effectué son premier vol à l'âge de 6 ans, accompagné de Clyde Pangborn, un aviateur américain qui sera par la suite connu pour avoir effectué la première traversée du Pacifique sans escale en 1931. Il y en a qui tombent dedans tout petit. Pendant ses études d'ingénieur en aéronautique à l'université de Washington à Seattle, il passe par le Reserve Officers Training Corps, une organisation chargée d'entraîner des officiers de réserve de l'armée américaine. C'est un moyen de rentrer dans l'armée sans passer par les écoles militaires. Et vu le tempérament du mec, vous comprendrez vite qu'il n'était pas très adapté à un cursus classique. Sportif, il fait partie des équipes de lutte et de natation. À la fin de ses études, il travaillera comme ingénieur dans la célèbre société Boeing. Et c'est en 1935 qu'il s'engage dans le corps des marines pour devenir aviateur. Son brevet de pilote en poche en 1937, il deviendra ensuite instructeur, mais ayant un fort penchant pour l'alcool et la bagarre, il sera poussé vers la sortie et démissionnera en 1941. C'est pas pour rien qu'il a fait de la lutte, j'imagine.
La même année, il s'engage en Chine au sein des Tigres volants du général Sheno, dont la mission est de combattre les Japonais depuis 1937. Petit aparté dans l'histoire, mais les Tigres volants, c'est l'escadrille mythique qui utilise les P-40 avec cette peinture si particulière de bouche de requin. Vous l'avez forcément déjà vu, mais j'en parlerai certainement dans une prochaine vidéo. Revenons à Boyington, qui à ce moment de sa vie est criblé de dettes, ce qui en plus de l'attirance naturelle qu'il a pour l'aventure, constitue un bon argument pour rejoindre l'escadrille au vu des primes alléchantes qui sont proposées. Fidèle à lui-même, marginal et anticonformiste, il ne restera pas longtemps dans cette unité, mais il s'illustrera cependant en abattant 6 Japonais, selon ses dires, 2 ou 4 selon les archives américaines, qui croire. En tout cas, la série a choisi de croire Boyington lui-même plutôt que les archives officielles. C'est mentionné au début du tout premier épisode. En 1942, il est de retour chez les Marines malgré ses antécédents. Suite à l'attaque de Pearl Harbor, disons que la situation n'est plus la même et que les Américains ont besoin de pilotes. C'est pas le moment de faire la fine bouche sur des histoires passées de comportement. Le Major Boyington se retrouve affecté au commandement du VMF 214 et c'est là que commence sa légende. On raconte, surtout à cause de la célèbre série télé Les Têtes Brûlées, Black Sheep en anglais, les moutons noirs, qui était d'ailleurs le vrai surnom de l'escadron, que Papy Boyington aurait recruté des marginaux et aventuriers qui devinrent les terreurs du Pacifique. Effectivement, quand on regarde la série, ne serait-ce que le premier épisode, on peut voir que ces gars sont des rebelles. Ils ont des problèmes avec l'ordre militaire et sont tous à 2 doigts de passer devant la cour martiale. Le personnage de Boyington est du même genre, il se prend la tête avec ses supérieurs et on peut pas dire qu'ils suivent sagement les ordres. Bon là, pour le coup, cet aspect du personnage est assez réaliste puisque le véritable Gregory Boyington avait tendance à être en conflit avec ses supérieurs, notamment le général Sheno en Chine. Mais là où la série est assez éloignée de la vérité, c'est en ce qui concerne les autres pilotes. C'était pas des fous imbibés d'alcool qui s'engagent dans des manœuvres dangereuses et qui au passage avaient raté leur qualification. Les 27 pilotes recrutés par Boyington dans le VMF 214, le vrai, sont des pilotes normaux ayant terminé leur temps de repos. Il y avait aussi des jeunes qui venaient de sortir des écoles de pilotage. Mais bon, j'imagine que la série aurait eu moins de succès si elle mettait pas en scène une bande de tarés qui partent dans tous les sens à coups de picole et de baston. Le tableau de chasse de l'escadrille varie beaucoup selon les sources. On trouve des chiffres allant de 96 à 197 appareils abattus, dont plus d'une vingtaine sont attribués à Papy Boyington. Ils auraient également coulé pas mal de navires. Où que soit la vérité dans tout ça, ils ont été plutôt efficaces dans leur mission face aux Japonais. Et il est devenu quoi ensuite le commandant Boyington? Il a été abattu. Fin de l'histoire. Non, je plaisante. Il a bien été abattu, mais il a survécu au crash. Il est fait prisonnier par un sous-marin japonais qui l'a repêché et restera emprisonné au Japon et porté disparu aux États-Unis car les Américains n'avaient pas été prévenus de sa captivité. Libéré lors de la capitulation nippone, il sera à la fin de la guerre décoré de la plus haute distinction de l'armée américaine, la Medal of Honor. Il prendra sa retraite avec le grade de colonel. 26 victoires lui seront officiellement attribuées dans le discours de Franklin Roosevelt lors de la remise de la Medal of Honor, égalant ainsi le record de Lass et Rickenbacker pendant la Première Guerre mondiale. Et si vous connaissez bien la période, il y a un truc qui devrait vous avoir fait tiquer un peu. Comment il a pu recevoir la Medal of Honor de Roosevelt après la capitulation du Japon, alors que le président des US était mort à cette date? Je me dois de vous préciser que comme personne ne savait qu'il était vivant et prisonnier au Japon, la médaille lui a été décernée à titre posthume en mars 1944 par Roosevelt. Boyington récupérera la médaille seulement en 1945 à son retour au pays. La série des Têtes Brûlées est librement inspirée de l'autobiographie de Boyington qu'il a écrite en 1958. Et pour terminer là-dessus, il apparaît même dans 2 épisodes sous les traits d'un général en visite. I've heard about you in Washington. They say you're trouble. For the enemy, that is. Just keep it up, son. We need more troublemakers like you. Yes, sir. Thank you, sir. Don't bother shaking hands. Dans son livre, L'As des Marines raconte son épopée tumultueuse et sa dépendance à l'alcool, qu'il placera d'ailleurs devant les Japonais dans la liste de ses pires ennemis. Papy Boyington, également adepte de la cigarette, s'éteindra en 1988 à l'âge de 76 ans des suites d'un cancer du poumon. Voilà pour la véritable histoire de la plus célèbre des Têtes Brûlées, qui sera entrée dans l'histoire grâce à ses exploits mis en lumière dans une série des années 70. Et si le Corsair F4U est devenu mythique dans le cœur de toute une génération, c'est bien grâce à cette adaptation télévisée. Je connaissais bien entendu la série de Réputation comme une de ces vieilles séries de guerre dont on parle tout le temps, mais je vais pas vous le cacher, j'avais jamais regardé. À l'occasion de l'écriture de cette vidéo, j'ai poussé ma conscience professionnelle jusqu'au bout et j'ai regardé le premier épisode qui est en fait un film pilote d'1h30 environ.
C'était cool, mais c'est très ancré dans son époque, la manière de filmer, de jouer, les dialogues avec ce doublage si caractéristique de l'époque. Oui, je l'ai trouvé que en VF, mais je pense que pour l'ambiance, c'était mieux comme ça. Et puis bon, j'ai pas pu rater pas mal de détails qui vaudraient le tampon Farbe en bien gros, mais ça c'est parce que j'ai fait la vidéo sur la Jeep avant celle-ci. J'ai l'impression d'être un vieux puriste qui râle sur l'année du véhicule parce que c'est pas le bon modèle. Et je passerai sur les coiffures des femmes, hein. De toute façon, on dirait que dans toutes les productions histo, que ce soit ciné, série des 70s, ils sont incapables de coiffer les femmes autrement qu'à la mode 70. Ah, la rigueur historique. Et maintenant, c'est le moment d'aller voir d'un peu plus près le Devotion. Il s'agit du modèle 5NL construit en 1950. Cet appareil n'a donc pas participé à la Seconde Guerre mondiale, mais à la guerre de Corée. Et en plus de son âge et de son existence en elle-même, il y a un petit détail qui le rend d'autant plus exceptionnel. Son propriétaire possède sa History Card, son CV remontant jusqu'au conflit. C'est un fait assez rare car la plupart de ses documents ont été perdus. Il avait été affecté au VMF 513, appelé aussi les Flying Nightmares, les cauchemars volants, et il s'agit aujourd'hui du dernier corsaire encore subsistant à avoir participé à la guerre de Corée. Cet escadron qui agissait la nuit avait peint tous ses avions en noir afin de se dissimuler dans l'obscurité. Pour les plus passionnés d'entre vous, vous devez être en fixette sur la couleur depuis le début de la vidéo. Car oui, à la base, la peinture était d'un bleu foncé brillant, celui qu'on voit dans les têtes brûlées, mais pour les missions nocturnes de la guerre de Corée, ça les rendait trop facilement repérables. Surtout quand il y a des projecteurs qui les éclairaient. Oh, un truc qui brille! Les commandants de l'escadron décident donc de les repeindre en noir mat et les inscriptions sont faites en rouge mat. Ils n'enlevaient pas la peinture d'origine, hein, ils repeignaient directement par-dessus le bleu. Vous croyez qu'ils avaient que ça à faire que de mettre la carlingue à nu avant de repeindre? Pas le temps de niaiser. Résultat, les avions étaient quasiment invisibles la nuit. Ça avait le mérite de faire peur aux ennemis, d'ailleurs ils en ont abattu pas mal dans leur mission nocturne. C'est une imagerie très cohérente pour les Flying Nightmares, j'aime bien le noir, le rouge, la nuit, la peur. Avec une vitesse de pointe allant jusqu'à 656 km/h et un rayon d'action de 2074 km, il est équipé de 4 mitrailleuses intégrées dans les ailes et très polyvalent. Il est possible de lui ajouter diverses combinaisons de bombes et de missiles. Petite anecdote intéressante, après 69 ans de service, le VMA 513 a été mis hors service en 2013. Et tous les avions restants ont été transférés au VMA 214, les Black Sheep, l'escadron des têtes brûlées qui lui existe toujours aujourd'hui. Et voilà, on revient toujours à Papy Boyington. Après avoir volé pour l'oncle Sam, cet appareil a d'abord servi pour la marine argentine, puis a été exposé dans un musée là-bas pendant plus de 25 ans avant d'être vendu une nouvelle fois. En 1994, il est racheté par l'Association française des avions historiques. Il est restauré et relooké pour représenter un Corsair F4U7 de l'aéronavale française. Il volera de nombreuses fois à des meetings aériens et en 2009, la société allemande Max Alpha Aviation en fera l'acquisition. Il aura encore droit à un relooking et s'appellera désormais Cielito. Et c'est là que l'histoire devient plus intéressante. C'est le fils du major Al Sadeski, pilote des Flying Nightmares lors de la guerre de Corée, qui transmet à Max Alpha le fameux document historique de l'appareil. Soucieux de préserver l'histoire, il a été décidé de rendre son apparence d'origine à cette pièce d'exception. Flying Legends l'acquiert en 2023 et on peut admirer ce travail de restauration encore aujourd'hui. En ce qui concerne le nom, Devotion, ce n'est pas celui d'origine de l'avion, qui est inconnu d'ailleurs s'il y en avait un. Il faudrait des photos d'époque pour le savoir. Le nom est inspiré du livre Devotion d'Adam Makos, paru en 2015 et dont une adaptation en film est également sortie en 2022. Il raconte l'histoire vraie de Jesse Brown, premier aviateur afro-américain de l'US Navy, et son amitié sans faille pour son collègue Tom Hudner. Reconnu pour sa vitesse, sa robustesse et sa puissance de feu, le Corsair F4U a donné aux aviateurs navals un avantage décisif sur leurs adversaires. Il est également entré dans l'histoire grâce à ceux qui l'ont piloté, avec entre autres les Black Sheep pendant la Seconde Guerre mondiale, puis les Flying Nightmares. Produit dans de nombreuses variantes à plus de 12 000 exemplaires, le Corsair F4U prendra sa retraite en 1979. Les forces aériennes du Honduras seront les derniers à les utiliser. Merci encore une fois à Georg Raab de Flying Legends qui a amené ce morceau d'histoire ici à Colmar. Merci aussi à Patrick Baumann et David Santange, sans qui ce tournage n'aurait pas été possible. Et je vous l'ai déjà dit pour la vidéo du P51, mais je crois que je vais en faire une tradition pour ce format sur la chaîne. Faites-moi savoir en commentaire quel véhicule vous auriez envie de me voir vous présenter et si vous pouvez arranger une mise à dispo, contactez-moi. À bientôt pour une prochaine vidéo. Alors soldat, ça t'a plu? Oublie pas que tu as 5 € de réduction pour ta première commande chez Oli avec le code Alphonsine5 et 10% avec le code Alphonsine. Rompez!